Alors, ces câbles sous-marins, parlons-en. Comment fonctionnent-ils? Qu'est-ce qui peut éventuellement les endommager? Et surtout, comment pouvons-nous les protéger? Je vous rappelle que les câbles sous-marins sont la véritable colonne vertébrale de l'Internet moderne. Sans câbles sous-marins, la communication Internet intercontinentale serait quasiment impossible. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Je sais qu'on vous parle beaucoup des satellites à l'heure de la guerre en Ukraine et que la communication actuelle de la presse dit que l'Internet passe par les satellites. Mais dans les faits, les satellites transportent en fait moins de 10% des connexions Internet mondiales et surtout pas les connexions intercontinentales. Les câbles sous-marins sont donc plus que jamais d'actualité. Il faut les comprendre, il faut les protéger, il faut les faire fonctionner. Alors justement, comment ça marche un câble sous-marin? Eh bien, c'est quelque chose qu'en fait, c'est une technologie qui se cache derrière, qui est la fibre optique. C'est quelque chose que vous connaissez tous bien. Donc la fibre optique, c'est ce qu'on est en train de mettre dans vos quartiers, c'est pour ça qu'on ouvre vos trottoirs. C'est un conducteur qui est très intéressant parce qu'il permet de transporter beaucoup de données en un minimum de temps. Et donc la fibre optique est utilisée dans les câbles sous-marins. Comment ça marche? C'est simplement le signal qui vient de la Terre, donc de vos PC, qui est réémis dans un câble sous-marin qui contient de la fibre optique et qui le transporte dans ce câble. La grosse difficulté, c'est que la fibre optique, elle a quand même des défauts. Et le défaut principal de la fibre optique, c'est qu'elle est efficace sur des distances d'une cinquantaine à une centaine de kilomètres. Autrement dit, elle va transporter rapidement beaucoup de données si vous avez une fibre qui fait entre 150 et 100 kilomètres. Alors vous l'avez bien compris, ça ne va pas marcher pour les câbles sous-marins, puisque si vous voulez tirer un câble entre la Chine et l'Australie, avec 100 kilomètres, vous n'avez pas assez. C'est pour ça qu'on équipe les câbles sous-marins de ce qu'on appelle des répéteurs. Ces répéteurs sont en fait des relanceurs du signal, donc des relanceurs de la fibre optique. Ils rejouent le jeu que vous jouez quand vous envoyez le signal depuis votre Internet. Et c'est grâce à eux que la fibre optique peut tenir la distance, donc peut fournir des informations rapidement sur des milliers de kilomètres, rapidement et bien entendu de bonne qualité. Et ces amplificateurs, ces émetteurs, évidemment, il faut les alimenter. Alors là, c'est beaucoup plus facile. On peut utiliser ce qu'on appelle du courant continu. Donc en fait, les câbles sous-marins, si je résume, ça ressemble un peu à votre fibre optique, sauf que comme c'est sur une beaucoup plus longue distance, il faut ce qu'on appelle des répéteurs qui doivent être alimentés par de l'électricité. Voilà, c'est pas si compliqué. Évidemment, le câble ne s'arrête pas à la plage, il continue vers la côte. Donc il faut un peu comprendre l'infrastructure de façon globale. Dans la presse, on vous parle surtout des câbles qui sont coupés en mer profonde, voilà, avec le sous-marin de l'ennemi qui va espionner, puis qui va donner un petit coup dans le câble et l'Internet mondial va s'effondrer. Alors, en pratique, c'est un peu rigolo de dire ça, et vous devez savoir qu'en fait, en mer profonde, les câbles sont extrêmement fins. Parce que les risques physiques, les risques d'être endommagé sont plus faibles. L'autre raison, c'est que les accès sont difficiles. Où le vrai problème arrive, c'est quand on joint les zones côtières. Donc vous avez les câbles, ils traversent la mer, puis à un moment donné, ils doivent retourner à la terre en vue d'être convertis dans ce qu'on appelle des stations d'atterrissement. Vous en voyez une sur la photo, et donc ils passent par des zones côtières. C'est là qu'on rencontre les bateaux de pêche, c'est là que l'on peut les endommager plus facilement, et donc là, les câbles sont beaucoup plus protégés. La station d'amérissement, donc celle que vous voyez sur la photo, c'est ce qui va permettre de transformer l'information venue du câble sous-marin en l'information qui va circuler sur votre réseau terrestre classique. Et c'est aussi un point de vulnérabilité. Alors on en parle très peu et ça me surprend beaucoup parce que c'est là qu'il y a du logiciel. C'est là qu'on fait des conversions. Et donc voilà, on parle beaucoup d'aller couper le câble, mettez une bombe sur la station physique et vous aurez exactement le même résultat, hein. Donc la station est aussi importante à protéger que le câble lui-même. Et ce que je viens de vous dire, pardon, c'est que on dit souvent que les câbles sous-marins ne sont endommageables que par des attaques physiques. Ben non, les câbles sous-marins sont tout à fait endommageables par des attaques de cybersécurité. Si vous attaquez la station d'atterrissement, le câble simplement il ne fonctionne plus. Donc voilà, ça il faut le savoir aussi. On en parle très peu et ça m'étonne parce que la plupart des cyberattaques se concentrent là-dessus. Alors, les accidents, honnêtement, c'est pas l'Iran et la Russie, l'Ukraine ou quoi qui coupent les câbles, hein. Il y a à peu près 200 accidents par an et 86% de ces accidents, c'est dû à la pêche et à l'ancrage près des côtes.
Voilà, même si le câble est enterré près de la côte, le bateau jette son ancre, l'ancre perfore le sable et paf, elle se tape le câble. C'est aussi près de la côte qu'il y a des vagues et autres, et donc il y a plus facilement de l'érosion. Donc voilà, près de la côte, c'est vraiment problématique. Alors on a aussi 7% à peu près des endommagements qui sont dus à la géologie, tremblements de terre, éruptions sous-marines. Voilà, ça existe. L'érosion du câble, donc ce qu'on appelle l'abrasion, c'est à peu près 4%. Voilà, le câble peut s'abîmer. Et l'équipement lui-même, en particulier le répéteur, il peut avoir une défaillance, et ça on l'estime à 3%. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que plus évidemment vous allez devoir réparer en profondeur, et plus ça va prendre du temps. Autrement dit, si vous avez un répéteur qui se trouve en mer profonde, et qu'on est par exemple en hiver dans certaines mers un peu tumultueuses, il va falloir quelques mois pour réparer, et donc c'est problématique. Donc voilà, la plupart des accidents, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des accidents dus à des états méchants qui coupent les câbles, ce sont des accidents non voulus. Évidemment, il y a des menaces, hein. Outre les accidents maritimes, il y a des menaces géopolitiques, en particulier dans les détroits. En fait, les détroits, c'est intéressant pour les câbles, parce que généralement, comme les détroits, ils ont de faibles largeurs, on y met beaucoup de câbles. Ça permet de facilement communiquer entre deux endroits qui sont séparés par de l'eau. Donc les détroits, c'est vraiment intéressant si on veut endommager volontairement les câbles, et qu'on veut par exemple faire des sabotages physiques. Mais à nouveau, je le répète, la cybersécurité reste l'une des principales problématiques en ce qui concerne la protection des câbles sous-marins. Si la station terrestre n'est pas protégée, le câble aura beau être mis dans un coffre de béton, il ne fonctionnera pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand un câble est coupé? La première chose, c'est qu'il faut détecter que le câble est coupé, et donc ou que le câble est endommagé, ou que la station ne fonctionne plus. Donc on détecte ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rerouter. Alors prenons un exemple. Si vous avez un câble qui va entre l'Australie et la Chine, et que ce câble est endommagé, ce qu'on va faire pour communiquer entre l'Australie et la Chine, c'est qu'on va dire que plutôt de prendre cette route directe, on va rerouter le trafic. On va dire passez donc de l'Australie aux États-Unis, des États-Unis à l'Europe, et de l'Europe à la Chine. Donc on prendra simplement une autre route. Il y a sur le réseau des câbles de la redondance. Donc contrairement à ce que j'entends dans la presse, couper un câble sous-marin n'isolera pas un pays, n'isolera pas un continent. Par contre, ce reroutage, il a un problème, c'est qu'il va dégrader l'Internet. Je m'explique. Vous avez vu, quand je change de route, je ne vais plus directement d'Australie en Chine, je suis obligé de passer par les États-Unis et l'Europe, c'est plus long. Ça prend plus de temps. Mais surtout, je vais utiliser une route qui est déjà fréquentée par d'autres personnes. Imaginez, vous avez deux autoroutes, des deux autoroutes fermes, toutes les voitures vont sur le deuxième autoroute, les voitures finiront par arriver, mais ça va devenir beaucoup plus lent. C'est ce qu'on appelle une dégradation et des temps de latence. Et ça peut être embêtant pour les protocoles modernes, parce que les protocoles modernes, par exemple les protocoles bancaires, quand ils envoient des messages, généralement ils attendent des réponses à leurs messages en un temps donné, et si l'internet est trop lent, ce qui pourrait être le cas ici, ils refusent de fonctionner. Donc voilà, les communications ne sont pas coupées, mais certaines communications, si on arrivait vraiment à saturer les lignes, pourraient être ralenties, et certains protocoles pourraient, eux, cesser de fonctionner. Alors rassurez-vous, c'est pas en coupant un câble que ça va arriver, mais en connaissant un peu la cartographie des câbles, si on coupe des câbles à certains endroits, on pourrait arriver à ce phénomène d'étranglement de l'Internet. Et donc, à nouveau, il faut pouvoir réparer, mais cette réparation peut prendre du temps, beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas la rupture qui décide de tout, c'est la diversité des routes disponibles au moment de la rupture qui va décider de tout. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Et donc si, par exemple, l'Iran s'amuse à dire je vais couper tous les câbles dans le détroit d'Ormuz, ça n'aura pas un impact énorme sur l'Internet mondial. Ils disent n'importe quoi. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la diversification des routes va vous protéger. Il faut les surveiller, ces câbles évidemment, et ces routes et ces stations.
il faut durcir la résistance de ces câbles, il faut mieux les enfouir et il faut se préparer au reroutage en cas de problème et donc à des coopérations entre les États. Et ces coopérations, elles se passent au moment du reroutage, mais elles se passent aussi au moyen du déploiement des câbles, parce que vous l'avez compris, ces câbles qui sont parfois possédés par des États, mais souvent possédés par des sociétés privées, en fait, on ne peut pas dire c'est un câble français, un câble américain. Non, il faut une coopération entre les deux États pour faire en sorte que tout se passe bien, parce que le câble, il permet à deux États de communiquer. Donc il ne peut pas être la propriété d'un seul, il ne peut pas être la propriété d'une seule société qui ne voudrait pas jouer le jeu de la collectivité. Je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, c'est le risque d'absence du jeu de la collectivité qui pourrait être un problème. Et c'est là qu'on peut dire que même si on ne les aime pas, ben Google et autres sont quand même nos amis, parce que eux, ils ne veulent évidemment pas que leur service cesse de fonctionner, et donc ils sont parmi ceux qui, euh, en fait, nous équipent de plus en plus en câbles sous-marins. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas quand même dramatiquement tracassé par le fait qu'on coupe l'un ou l'autre câble sous-marin. Je pense que ça ira, on va pouvoir continuer à vivre avec notre Internet tel qu'on le connaît.